Eh bien, il est 10 heures, donc on va pouvoir commencer. Bonjour à tous. Donc, dernier cours de cette série. Donc moi, je vais vous faire aujourd'hui une présentation assez générale en fait, sur l'observation par satellite avec un objectif de suivi de l'environnement et du climat. Et puis, comme d'habitude, en suivant, vous aurez un séminaire par Simon Gascoin qui sera focalisé sur une application spécifique, justement, de l'observation spatiale. Donc, je vous encourage, comme à chaque fois, à suivre. Ça sera vraiment intéressant. Donc, aujourd'hui, on va parler des satellites. Satellites, outils indispensables pour connaître le climat. Et je commence par un petit historique. Il y a des choses qu'on connaît bien. On sait qu'en 1957, il y a eu le premier satellite artificiel, le Sputnik. Le premier vol d'un humain dans l'espace, Yuri Gagarin, en 1961. Les premières sondes vers Mars, par exemple. Et puis, en 1966, le premier atterrissage en douceur sur la Lune, avec un succès soviétique à l'époque. Et puis, en 1969, les premiers humains sur la Lune avec Apollo 11. Mais en fait, quand vous regardez un petit peu cette historique, vous pouvez voir que dans le même temps, en fait, tout de suite, dans le même temps, l'observation de la Terre s'est développée. Alors déjà, en 1946, donc très tôt par rapport à cette historique, il y avait déjà eu une image de la Terre depuis l'espace, en fait, à partir d'une fusée V2, donc prise aux Allemands, qui avait été modifiée pour aller dans l'espace, mais elle n'était pas strictement en orbite, hein, la vitesse n'était pas nécessaire pour faire le tour de la Terre. Donc, une photo depuis l'espace, mais pas vraiment depuis l'orbite. Par contre, le premier satellite d'observation, vous voyez, c'était 3 ans après simplement le premier satellite. Donc il y avait un premier satellite d'observation militaire, une série de Corona qui est restée secrète pendant très longtemps. Et puis par contre, il y avait un premier satellite à vocation météorologique, Tyros 1, qui a été lancé lui aussi en 1950. Dès 1963, premières observations depuis l'espace à résolution métrique, hein, donc des premières images à très haute résolution. Vous vous doutez bien que c'était surtout pour les militaires et pas tellement pour des applications civiles. Par contre, en 1964, la première observation radar depuis l'espace, là pour le coup, il y avait des applications civiles. Et puis en 1966, première observation de la Terre depuis l'orbite géostationnaire. Je vais revenir un petit peu là-dessus sur les différentes orbites dans un instant. Donc tout ça pour dire que l'intérêt d'une observation depuis l'espace a été comprise très rapidement et des moyens, en même temps qu'on développait la course à la Lune et puis les observations militaires, il y a eu des objectifs à visée météorologique. Alors quels sont les intérêts justement à faire cette observation spatiale? Toujours, bon, je passe sur le militaire, hein, mais vraiment plutôt sur les aspects environnement et météorologie. D'une part, il y a cet aspect imagerie. Je montre cette figure en bas à droite pour vous montrer, bon, vous avez vu, c'est une image de cyclone. Imaginez des observations depuis le sol. Hein, vous avez à quelques endroits des gens qui observent, il y a du vent qui vient de telle direction, ça s'approche, éventuellement il y a l'œil du cyclone qui va vous passer dessus. Mais pour avoir une vision globale de ce phénomène, on a besoin d'une observation depuis l'espace pour vraiment comprendre cet aspect de système nuageux qui s'enroule sur lui-même. D'autre part, les satellites, ils apportent une couverture spatiale dans le sens où, en fait, le satellite, il voit absolument partout, y compris dans des zones qui sont difficilement accessibles et donc où il est difficile d'avoir des observations sur place. L'homogénéité des mesures, c'est le fait qu'un seul instrument vous permet des mesures absolument partout, donc il n'y a pas besoin d'homogénéiser les instruments. Hein, l'étalonnage de l'instrument est par design, puisque c'est le même instrument qui mesure partout. Et puis d'autre part, et j'y reviendrai au cours de mon exposé, il y a certaines mesures qui peuvent être faites uniquement depuis l'espace. Hein, les mesures au sol ne permettent pas de mesurer ça. Typiquement, l'albédo de la Terre, si vous voulez connaître la quantité d'énergie solaire qui est absorbée par l'atmosphère, par la surface, et puis par rapport à celle qui est réfléchie par l'espace, il faut faire une mesure depuis l'espace. Donc, pour commencer, quelques notions sur les orbites des satellites. En fait, il y a 2 grands types d'orbites, soit les orbites dites basses, qui sont souvent polaires, c'est-à-dire que le satellite va tourner autour de la Terre assez rapidement. Typiquement, le satellite va faire le tour de la Terre en une centaine de minutes. Généralement, ça passe par les zones polaires. Et puis, je vais me focaliser là-dessus dans un instant. Et puis, d'autre part, il y a les satellites qui sont en orbite géostationnaire,
géostationnaires. Ceux-là, ils sont au-dessus de l'équateur, et donc ils tournent à la même vitesse que la Terre tourne sur elle-même. Et donc, ça va permettre des choses spécifiques. Là aussi, je vais y revenir dans quelques minutes. Et puis, ensuite, il y a des orbites spécifiques. Là aussi, je vais avoir un transparent spécifique là-dessus. Alors, donc, on commence par l'orbite polaire. Normalement, il y a un petit fil qui va se déclencher. Il faut que je l'aide un peu. Hop. Attendez, pourquoi il ne part pas? Bon, bah tant pis, vous n'aurez pas le film. Je suis désolé. Bon, ok. Donc, c'était un film qui montrait un satellite qui tourne autour de la Terre. Donc, à la fin, en fait, vous avez des images. En une journée, typiquement, ça, c'est ce que ce satellite est capable d'observer en une journée. Donc, le satellite, en fait, je vous ai dit, il fait le tour de la Terre en une centaine de minutes. Donc, ça veut dire qu'il fait entre 14 et 15 tour de la Terre par jour, et donc à chaque tour, en fait, il observe de chaque côté de la trace du satellite, et donc on voit ces bandes qui sont couvertes. Donc en fait, il va faire une mesure sur le côté éclairé de la Terre, et puis une mesure qui est côté nu. Et en fait, généralement, ces satellites, on s'arrange pour qu'ils soient ce qu'on appelle héliosynchrones, c'est-à-dire qu'il fait une mesure toujours à la même heure locale, c'est-à-dire qu'il passe par exemple à 10 h du matin, il va passer toujours strictement à 10 h du matin local. Et donc pour ça, on ajuste un petit peu l'altitude et l'orbite et l'inclinaison du satellite justement pour faire ça. Alors, si on regarde un petit peu des images d'artistes depuis l'espace, où est-ce qu'on voit des objets dans l'espace autour de la Terre? Vous voyez qu'il y a des tas d'objets qui sont en orbite autour de la Terre. Ce n'est pas tous des satellites. Les satellites ici sont montrés en rouge, mais vous avez aussi plein de restes de fusées, les fusées qui ont servi à mettre les satellites en orbite, et elles restent là, elles restent aussi en orbite. Et puis d'autre part, il y a un certain nombre de débris qui, par exemple, ont été générés par des collisions soit fortuites, soit voulues. Il y a la Chine en particulier qui a fait un test de tiens, je vais détruire un satellite en orbite en allant envoyer un autre objet qui va aller collisionner. Et évidemment, ça a généré tout un tas de débris. Si vous regardez un petit peu la même chose depuis plus loin, en fait, ce que vous voyez, il y a une concentration, justement, des satellites géostationnaires qui sont strictement à 36 000 km de la Terre. Alors justement, ces satellites géostationnaires, je montre, voilà, cette vidéo, celle-là, elle marche. Donc elle montre ici pour un exemple typique, donc simplement pour vous montrer que en fait, le satellite est au-dessus de l'équateur et à 36 000 km d'altitude, exactement à 36 000 km d'altitude, en fait, le satellite va tourner autour de la Terre à la même vitesse que la Terre tourne sur elle-même, et par conséquent, ça va permettre, donc le satellite lui-même va être fixe par rapport à la Terre, et donc il va observer finalement le défilement, d'une part, des défilements des objets météorologiques, et puis d'autre part, le défilement du jour et de la nuit, puisqu'il est là en permanence, donc il est là aussi bien de jour et de nuit. Et donc ça permet, par exemple, de voir, là, ça c'est une observation, alors un petit zoom qui était acquis par le satellite Météosat, le Météosat qui donc est au-dessus de l'équateur à 0 degré de longitude. Donc vous reconnaissez la botte de l'Italie, la Grèce ici. C'est au moment où il y avait des feux très importants en Grèce. Et donc, ce satellite géostationnaire permet d'avoir une image typiquement tous les quarts d'heure. Et donc on peut suivre le développement de ces différentes choses. Donc l'intérêt du satellite géostationnaire, c'est justement d'avoir cette haute fréquence de revisite. On peut avoir des images toutes les 15 minutes typiquement, et donc pour suivre, par exemple, le déplacement de ces événements ou le déplacement des cyclones, c'est extrêmement utile. Alors que l'orbite polaire que je vous montrais en premier, en fait, elle ne permet que d'avoir une ou deux observations par jour. Orbite plus exotique, quand je dis une orbite plus exotique, c'est que des satellites polaires et géostationnaires, il en existe plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, alors que ça, il y a seulement quelques satellites qui ont été mis sur ces orbites-là. L'intérêt, en fait, c'est une orbite qui est très elliptique,
Et donc une orbite très elliptique, c'est-à-dire que le satellite va aller très très vite sur cette partie-là de l'orbite, et puis au contraire, il va ralentir, et puis il va retomber en accélérant. Et donc en fait, il va passer assez longtemps sur cette zone-là de l'orbite, et donc on peut s'arranger justement pour que cette zone soit au-dessus des pôles. Et tout à l'heure, je vous expliquais que les satellites géostationnaires, en fait, ne permettaient pas l'observation des hautes latitudes. Et donc, avec ce type d'orbite, eh ben, on optimise un petit peu l'observation de ces hautes latitudes. Et donc, ça va être lancé par des pays comme la Scandinavie, enfin, des régions comme la Scandinavie ou la Russie. Et puis, une autre orbite un peu spécifique qui est utilisée par quelques satellites, ce sont les points de Lagrange. Il y a une petite erreur ici, ce sont les points de Lagrange. En fait, c'est des points dans l'espace qui sont stables, où si on met un satellite à cet endroit-là, eh ben, il va y rester. Vous voyez qu'il y a plusieurs points de Lagrange. Donc, vous voyez que le Soleil est ici, la Terre est là. Alors, il y a un point de Lagrange qu'on appelle le L2 ici, qui est utilisé en particulier là, pour faire de l'observation astronomique. L'intérêt, c'est d'être loin du Soleil et surtout loin de la Terre pour que le satellite puisse rester très froid. Il n'est pas non plus réchauffé par la Terre. Donc tout pour l'observation de la Terre, ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le point de Lagrange L1. Donc on peut mettre un instrument d'observation de la Terre ici. Et donc là, sur la partie basse de la figure, vous voyez un petit peu au cours d'une journée qu'est-ce qu'on va voir. En fait, en L1, finalement, l'instrument, il va voir la partie éclairée de la Terre en permanence. Donc là, la Terre va défiler. Vous voyez peut-être sur cette série l'Australie, l'Australie qui est là, puis là, puis là. Puis là, qui se déplace de gauche à droite. La Terre tourne sur elle-même. Et par contre, ce que vous voyez en permanence, c'est la partie éclairée de l'orbite. Et donc, si vous avez une observation justement qui a besoin de lumière du Soleil pour fonctionner, eh ben, c'est un endroit qui est utile. Par contre, c'est quand même un endroit qui est très loin de la Terre, et donc on a du mal à avoir de la très haute résolution spatiale, puisqu'on est très loin. Bref, donc voilà pour les orbites. Pour les plateformes, là aussi, pour insister sur le fait qu'il y a une très grande diversité, en fait, il y a des satellites vraiment de taille extrêmement variable. Depuis ce qu'on appelle les plateformes, vous avez un exemple ici, c'est le satellite Envisat qui a volé à une époque, enfin il y a une grosse dizaine d'années, qui porte, mais il y a d'autres plateformes du même type aujourd'hui, qui portent une petite dizaine d'instruments. Donc c'est la taille d'un bus, donc plusieurs tonnes. Et puis normalement on vise des durées de vie qui sont assez longues, typiquement de 5 à 10 ans. Et maintenant, on a plutôt des mini-satellites avec cette taille-là. Les satellites d'observation de la Terre sont généralement plutôt de cette taille-là, donc des choses qui sont de l'ordre de quelques centaines de kilos, avec des durées de vie dans l'espace qui sont de quelques années. On développe aussi, parce que souvent c'est moins cher, des microsatellites qui sont dans la classe 50 à 100 kg. Alors là, il y a une image de bois devant une maquette de mon satellite qui s'appelle Microcarb, qui va normalement être lancé le 15 juin de cette année. Donc je suis sur les starting blocks pour l'utilisation de ces observations. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle des nanosatellites. Alors là, qui sont plutôt des choses un peu expérimentales quand on veut tester des nouveaux concepts d'observation. Mais bon, c'est des satellites qui sont pas stabilisés, donc c'est difficile. Donc c'est vraiment c'est pas pour de l'observation opérationnelle. Par contre, ça peut être des projets étudiants de développer ce type d'instrument pour tester des concepts. Là aussi, quand on développe une mission spatiale, au sens large, en fait, il y a tout un tas d'acteurs. Il y a d'une part, souvent, il y a les scientifiques qui définissent les besoins. J'ai une idée, il y a pour comprendre le climat, pour comprendre un processus du climat, on a besoin d'observer telle variable, et peut-être que telle variable, on pourrait la mesurer de telle ou telle manière. Donc le scientifique va définir le besoin, le concept, il va se tourner vers une agence spatiale. En France, le CNES, mais en Europe, c'est l'ESA. Aux États-Unis, ça va être la NASA, qui ont les équipes pour développer ce genre de choses, qui vont définir le cahier des charges, et puis qui vont sélectionner un industriel. Parce que généralement, ce sont
c'est plutôt des industriels, hein, comme Thales, Airbus, qui vont vraiment fabriquer, faire le design précis et puis fabriquer l'instrument et les satellites. Mais évidemment, tout ça en concertation avec les agences spatiales. Il y a ensuite, il faut bien lancer le satellite. Donc là, il y a une autre entité. En Europe, c'est Arianespace, mais aux États-Unis, vous avez SpaceX ou à la NASA, et puis il y a d'autres acteurs dans les différents pays qui font ça. Puis après, il faut traiter les données par les agences spatiales et les scientifiques, il faut valider les produits, et puis il faut faire une utilisation opérationnelle de l'ensemble de ces produits. Par exemple, par les agences de prévision météorologique utilisent de manière strictement opérationnelle l'ensemble des observations des satellites d'observation de la Terre. Alors, je donne en exemple, en fait, le programme en Europe, il y a le programme Copernicus, qui est vraiment très, très impliqué pour justement valoriser l'ensemble des observations de l'espace, et qui a même en fait lancé une série de satellites. Je vais revenir dans un instant. Dans le cadre du programme Copernicus de l'Europe, il y a un ensemble de satellites qui sont mis. Et puis, en fait, ces observations sont digérées et mises à la disposition du public dans tout un tas de programmes. Et à la fin, vraiment pour favoriser vraiment l'observation de la Terre à destination du public et des décideurs, avec des observations ciblées sur les surfaces, sur l'atmosphère, pour connaître la pollution, pour connaître l'état des sols, pour favoriser l'agriculture, choses comme ça. Et alors, justement, quels sont les moyens d'observation européens? Eh bien, il y a d'une part la série des Sentinelles que je viens d'évoquer, avec un satellite Sentinel-1, c'est un radar pour l'observation de la Terre. Sentinelle-2, c'est un peu l'héritage de ce qui avait été développé par le CNES dans le cadre de SPOT. Hein. Vous vous souvenez certainement des satellites d'observation SPOT qui faisaient de l'imagerie à très haute résolution. Donc Sentinelle-2, c'est un peu l'héritage de ça, à faire de l'imagerie à haute résolution. Le Sentinelle-3, c'est un satellite qui vise à observer la Terre tous les jours, alors pas avec la même résolution que Sentinelle-2, mais justement pour avoir cette observation globale. Il y a un satellite 5P pour précurseur qui vise à faire de la composition atmosphérique, donc c'est ça qui va... Oups, pourquoi ça qui fait justement le suivi typiquement de la pollution. Et puis le Sentinelle-6, c'est un radar altimètre qui vise à observer le niveau des mers. Et puis d'autre part, donc ça c'est plutôt pour le suivi de l'environnement au sens large. Et puis il y a toute une série de satellites à vocation vraiment météorologique, hein, pour faire de la prévision du temps, même si les instruments qui sont à bord peuvent être utilisés pour autre chose. Donc il y a deux types de satellites. Il y a les satellites polaires, hein, je vous ai expliqué, orbite basse qui passe au-dessus du pôle, et puis qui a un seul satellite qui permet d'observer l'ensemble de la Terre tous les jours, avec 8 instruments sur chacun. Donc voilà, ça c'est la série des METOP, et donc l'idée c'est d'avoir 2 satellites de ce type opérationnels en permanence, justement pour permettre la prévision du temps. Et puis d'autre part, il y a la série des météosats. Donc aujourd'hui, on est dans la météosat de seconde génération, avec là aussi tout un tas d'instruments pour suivre depuis l'orbite géostationnaire l'ensemble de la Terre. Et puis donc parfois, ces différents satellites, ils peuvent être mis en synergie. Donc on peut, même si les différents instruments, les différents satellites portent 1 ou 2 instruments dessus, eh ben on peut choisir de mettre les satellites côte à côte, en fait, sur une orbite qui est proche, de manière à permettre, pour comprendre les processus climatiques, parfois c'est utile d'avoir en même temps, de regarder en même temps la vapeur d'eau, de regarder les nuages, de regarder les vents, de regarder l'humidité dans l'atmosphère. Et donc, voilà, donc, le fait d'avoir ces différents instruments qui regardent en même temps peut être vraiment un plus par rapport à avoir des instruments sur des orbites différentes. Donc voilà, ça c'était un petit peu le concept. Maintenant, je vais regarder un peu plus dans le détail de qu'est-ce qu'on peut faire justement avec les différents instruments. Et pour ça, il faut bien comprendre que le satellite, en fait, il mesure jamais directement, enfin ou quasiment jamais directement ce dont on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est la température, c'est le vent, c'est le niveau de la mer, c'est l'humidité de la surface, c'est la quantité de végétation sur Terre.
Alors que ce que le satellite mesure lui-même, c'est un rayonnement électromagnétique. Il va mesurer une radiance ou une luminance en fonction éventuellement en fonction de la longueur d'onde, en fonction de la direction. Et donc, une grosse partie du travail, pour pouvoir en faire quelque chose d'utile, il va falloir passer justement de cette mesure, qui est une mesure de luminance, aux informations qui sont vraiment utiles, comme justement toute la liste que j'ai faite. Et alors pour ça, on va avoir différents types d'instruments. Déjà, on va avoir des capteurs passifs et des capteurs actifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, quand vous avez le Soleil qui envoie de la lumière sur la Terre, en fait, une première chose qui peut être faite, c'est de mesurer soit la lumière qui a été réfléchie soit par les surfaces, soit par l'atmosphère, ou alors vous pouvez aussi mesurer, c'est un peu plus rare, la lumière qui a été transmise à travers l'atmosphère. Donc c'est un premier type de capteur passif qui va mesurer le rayonnement solaire une fois qu'il a été réfléchi ou diffusé par la Terre. Il y a un autre type de capteur passif qui, lui, va regarder la lumière qui ne vient pas du Soleil, mais qui est directement émise par la Terre elle-même ou par l'atmosphère. Donc ça va être des mesures qui sont faites plutôt dans l'infrarouge ou les micro-ondes. J'y reviendrai dans quelques minutes. Et puis d'autre part, vous avez des instruments qui, là, pour le coup, sont actifs, dans le sens où c'est eux qui génèrent leur propre rayonnement, soit du radar, soit du lidar, j'y reviendrai tout à l'heure, et en fait, ils vont mesurer ce rayonnement qui a été réfléchi dans l'atmosphère ou à la surface. Donc voilà, deux grands types. Soit ils mesurent ce qui vient du Soleil ou ce qui vient en infrarouge de la Terre, ou ils mesurent ce qui a été envoyé par lui-même. Alors, si on va un petit peu plus dans le détail, finalement, l'instrument le plus simple, c'est l'œil humain. Donc là, l'œil humain, il voit bien justement ce qui vient du Soleil, qui a été réfléchi par l'atmosphère. Donc vous voyez par l'atmosphère, les autres qui sont plutôt bleus, l'océan et l'atmosphère claire est plutôt bleu. Et puis vous voyez très bien les nuages qui apparaissent plutôt en blanc, vous voyez les zones polaires et puis les autres comme ça. Donc ça, en fait, c'est une seule image d'une portion significative de la Terre qui soit faite en vraie couleur, parce qu'il faut être, pour avoir une partie significative de la Terre, il faut être loin de la Terre. Donc c'est une image qui a été acquise pendant une des missions Apollo lors du transfert vers la Lune. Donc ça, c'est des images en vraie couleur. Mais donc les images en vraie couleur, en fait, elles ne concernent qu'une toute petite partie du spectre solaire. C'est-à-dire que le spectre solaire, ce sont des couleurs, des longueurs. Les couleurs, finalement, c'est la longueur d'onde. Typiquement, les longueurs d'onde sont entre typiquement 0,2 microns et 3,5 microns, la longueur d'onde de la lumière. Mais le spectre visible, c'est une toute petite partie de ça. Vous voyez, notre œil est capable de mesurer entre 0,4 et 0,8. Donc une toute petite partie du spectre solaire. Donc, même si nous, c'est des choses déjà qu'on sait interpréter, c'est les couleurs dans ce spectre-là, évidemment, l'instrument spatial, il n'y a aucune raison de se limiter à ça. Et donc, on va aller plutôt regarder d'autres zones. Alors, c'est ce que j'essaye de montrer ici de manière le plus pédagogique possible. Ce qu'on va mesurer, c'est toujours la réflectance. La réflectance, c'est la fraction de la lumière qui est réfléchie par la Terre. Donc, je montre la réflectance en fonction de la couleur, mais couleur, ce n'est pas du tout un terme scientifique. En fait, ce qu'on regarde, c'est vraiment en fonction de la longueur d'onde. Alors, il y a la longueur d'onde du bleu qui est autour de 0,4 microns, et puis il y a la longueur d'onde du rouge qui est autour de 0,7 microns. Et en fait, donc ça, c'est la partie visible est là, et puis il y a l'infrarouge qui est là, et puis il y a l'ultraviolet qui est sur la gauche. Un objet qui est vu comme blanc, c'est un objet dont la réflectance est à peu près la même dans les différentes couleurs du spectre visible. Donc la réflectance est la même dans le bleu, dans le blanc, dans le vert et le rouge. En pratique, typiquement, un sol où il n'y a pas de végétation, il va avoir une réflectance qui augmente avec la longueur d'onde. Donc
donc il va apparaître jaune-rouge. Et par contre, si vous regardez la végétation, voilà typiquement un spectre de réflectance de la végétation. Vous voyez, avec une réflectance qui est vraiment très faible dans le bleu et dans le rouge, c'est-à-dire que la végétation absorbe la plus grosse partie de la lumière du soleil dans ces longueurs d'onde-là. Et dans le vert, ça absorbe encore beaucoup, mais ça absorbe quand même un petit peu moins. Et c'est pour ça que nous, avec notre œil, la végétation, elle apparaît vert, parce que, justement, elle réfléchit un peu plus dans le vert que dans le bleu et dans le rouge. On a plus de lumière verte, entre guillemets, qui arrive vers notre œil. Mais vous voyez que, donc, nous, notre œil, il est sensible à, en gros, ces trois zones spectrales, mais le satellite, enfin l'instrument spatial, eh ben, si l'objectif c'est de regarder la végétation, on va plutôt aller regarder, utiliser des longueurs d'onde, on va mettre nos canaux qui soient sensibles non pas à les mêmes choses que notre œil, mais plutôt à des choses comme ça. Et donc vous voyez que avec ces deux canaux, eh ben, on va pouvoir dire si les deux canaux mesurent à peu près la même chose, on est plutôt sur un sol nu. Et puis s'ils mesurent vraiment quelque chose de différent, on va dire ok, on a probablement de la végétation, parce que la végétation réfléchit beaucoup plus dans le proche infrarouge que dans le rouge. Et c'est pour ça que quand vous voyez des images satellites qui sont brutes de fonderie, souvent, la végétation apparaît rouge simplement parce qu'on a codé en fausse couleur, on a mis le rouge dans le canal proche infrarouge. Et donc typiquement, et par contre, excusez-moi, je voulais juste dire que, en fait, là c'était une image où il y a trois longueurs d'onde, mais les instruments qui sont mis dans l'espace, il n'y a aucune raison de s'arrêter à 3 couleurs, et donc la plupart du temps, on fait plein d'observations à plein de longueurs d'onde différentes. Là, c'est une image que j'ai récupérée qui est très d'actualité. C'est une image de Los Angeles. Los Angeles avant les feux. Vous voyez que toute la zone qui est ici, et vous voyez la zone avant les feux. Donc, lorsque c'est en rouge, ça indique qu'il y a de la végétation active, puisque à nouveau, cette image montre, la réflectance dans le proche infrarouge indique qu'il y a de la végétation qui est active. Et puis, une fois que les feux sont passés par là, eh ben, le rouge a disparu. Il n'y a plus cette végétation active. Donc, voilà le type de choses qu'on peut faire avec ces observations. Alors, justement, pour l'intérêt, vous voyez, comme je l'ai expliqué là, finalement, quand vous avez de la végétation qui est vraiment active, vous avez une réflectance dans le proche infrarouge qui est beaucoup plus importante que la réflectance dans le visible, simplement parce que dans le visible, en fait, vous avez une absorption par la chlorophylle qui indique le processus de photosynthèse. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça, mais finalement, la simple différence entre la mesure dans le proche infrarouge et la mesure dans le visible nous permet de quantifier finalement combien il y a de photosynthèse. Donc c'est un moyen grossier. À nouveau, c'est plus compliqué que ça, mais ça nous permet, cette observation à différentes longueurs d'onde du spectre solaire, nous permet de quantifier la quantité de lumière qui est absorbée dans le cadre du processus de photosynthèse, et donc qui sert à la production primaire. Et donc c'est ça là c'est une image que j'avais déjà montrée dans le cadre de ma leçon inaugurale, qui est justement la quantité de carbone qui est fixée par le processus de photosynthèse, aussi bien sur les terres que sur les océans, parce que sur les océans, vous avez la même chose, vous avez le phytoplancton qui contient de la chlorophylle, et donc il y a le même processus. Et donc voilà, donc cette mesure dans le spectre solaire nous permet de quantifier une part très importante pour comprendre le cycle du carbone. Maintenant, donc ça, ce sont des mesures qui sont un petit peu moyennées, qui sont agrégées aux échelles annuelles. Maintenant, on peut aussi regarder ce qui se passe à une temporalité beaucoup plus faible. Et donc, c'est ça que je montre sur cette figure. Donc, on a utilisé justement ces observations visibles proche infrarouge pour quantifier l'activité photosynthétique. Et puis, vous voyez qu'on a fait ça sur une longue série temporelle. Il y a une vingtaine d'années. Et
puis donc on voit bien l'alternance des saisons avec justement l'activité photosynthétique qui en France est surtout au printemps et en été, et puis moins d'activité photosynthétique pendant l'hiver. Et donc dans le cadre de ce travail, en fait, on s'était surtout intéressé à quelle était la date où commence l'activité photosyntétique et à quelle date cette activité photosyntétique diminue. Donc on avait mis au point un algorithme de traitement justement pour filtrer un peu les différents bruits de mesures qu'on avait là. Et donc on était capable de déterminer exactement à quelle date commençait vraiment la photosynthèse, quelle date vraiment en gros les feuilles sortaient des arbres. Hein. Et puis ce graphe-là, c'était pour montrer qu'on avait validé ça avec des observations au sol. Hein. Il y a un certain nombre d'endroits en France où justement il y a des gens qui regardent à quelle date vraiment il y a le débourrement de la végétation. Donc on avait pu montrer que notre algorithme il marchait relativement bien. Et donc ensuite ça nous a permis de sortir un petit peu ces cartes-là. Donc c'est des cartes de l'anomalie, de à quelle date la végétation a commencé à pousser. Donc vous voyez que c'est intéressant de voir que d'une année sur l'autre, c'est pas toujours à la même date. Alors la raison par derrière, c'est en gros si l'hiver et le printemps, au début du printemps, sont assez doux, et la végétation va commencer plus tôt. Et au contraire, s'il fait particulièrement froid, la végétation va commencer à sortir un peu plus tard. Et du coup, sur cette période-là, sur une vingtaine d'années, on voit qu'il y a une tendance, on part plutôt des rouges vers le bleu. Donc en fait, ça veut dire que la végétation a tendance à démarrer de plus en plus tôt en moyenne, mais avec quand même des anomalies interannuelles qui sont importantes parce que il y a aussi ces anomalies interannuelles de la température. Donc voilà, un exemple d'une observation depuis l'espace qui permet de regarder un petit peu dans le détail le fonctionnement de la végétation. Et ça va être utilisé ensuite, justement, lorsqu'on veut modéliser le fonctionnement de la végétation. Et donc il y a des modèles, là aussi, dans un de mes cours précédents, je vous ai parlé un petit peu de ces modèles de fonctionnement de la végétation qui vont pouvoir être calés, dont certains paramètres ajustables vont pouvoir être modifiés, justement, à partir de ces observations. Une autre observation, toujours en restant sur l'observation dans le spectre solaire, on utilise la lumière du soleil qui est réfléchie par l'atmosphère et par les surfaces. Et cette fois, c'est pour regarder les aérosols. Alors là aussi, je vous rappelle, j'ai fait un cours spécifique sur les aérosols. Les aérosols sont importants parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le bilan énergétique de la Terre, on sait que les gaz à effet de serre ont tendance à réchauffer le climat et au contraire, les aérosols ont tendance à refroidir le climat. Donc les aérosols qui ont été émis par les activités humaines, ils compensent en partie en fait, les émissions des gaz à effet de serre. Donc l'observation des aérosols, justement, pour comprendre ça, c'est quelque chose qui est important. Et donc, on va utiliser en particulier cette lumière, puisque les aérosols en fait, diffusent la lumière du soleil et renvoient une partie de la lumière du soleil vers l'espace. On va pouvoir, avec un satellite qui est là-haut, pouvoir mesurer la quantité d'aérosols. Alors, il y a différents types d'aérosols, et c'est important pour comprendre justement l'effet des aérosols sur le climat, d'être capable de dire, tiens, ça c'est plutôt un aérosol d'origine naturelle, ça c'est plutôt un aérosol d'origine anthropique. Et donc, on va pouvoir faire ça aussi avec les instruments spatiaux, en combinant des informations sur la couleur, là aussi, quelle est la couleur, entre guillemets, de l'aérosol. Donc, est-ce qu'il a plutôt tendance à diffuser de manière égale à toutes les longueurs d'onde, ou est-ce qu'il va favoriser certaines longueurs d'onde plutôt que d'autres? Et puis aussi l'aspect directionnel. On sait que les grosses particules ont tendance à diffuser plus la lumière vers l'avant, alors que les petites particules l'envoient dans toutes les directions. Donc tout ça pour dire que les aérosols peuvent être observés de manière passive à partir de ces instruments qui mesurent le spectre solaire. Et puis encore un exemple de quelque chose qui peut être fait à partir du spectre solaire. Donc là aussi, vous avez toujours la lumière du soleil qui va traverser la couche, en particulier sur mon exemple, la couche d'ozone. Donc la couche d'ozone va absorber
à certaines longueurs d'onde, en particulier dans l'UV, enfin dans tous les cas dans les parties, les longueurs d'onde les plus courtes du spectre solaire. Donc elle en absorbe une partie, donc il y en a un petit peu moins qui en transmet. Ensuite, cette lumière va être diffusée par les molécules et éventuellement par les nuages. Donc elle va repartir en direction du satellite. Et puis là aussi, en fonction de la couche d'ozone, il y en a une partie qui va être absorbée. Et du coup, si on mesure finalement la quantité de lumière qui revient ici, en fonction de la longueur d'onde, eh ben, on va pouvoir en déduire finalement la quantité d'ozone. Évidemment, quand il y a beaucoup d'ozone, il va vraiment plus y avoir grand-chose qui repart vers le satellite. Au contraire, quand il y a peu d'ozone, eh ben, il va y avoir plus de lumière qui est transmise vers le satellite. Donc tout ça, à la fin, eh ben, c'est ce qui nous permet de générer... Ah, tiens, là aussi, j'ai une animation qui ne marche pas. Je suis désolé. Donc en fait, cette animation ici, elle montrait justement le trou d'ozone qui se développe et puis qui se reforme à la fin de l'hiver austral, à la fin du printemps austral. Et donc ces mesures-là, comment on suit l'ozone depuis l'espace, il y a plusieurs techniques, mais une des techniques, c'est justement en regardant la quantité de lumière du Soleil qui est absorbée par cette couche d'ozone. Et puis, pour finir cette partie-là, de regarder justement comment on peut utiliser la lumière du Soleil, je vous parle de mon satellite, qui va être lancé, comme je le disais tout à l'heure, au mois de juin, donc il s'appelle Microcarb. L'objectif, c'est de mesurer la quantité de dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère. Et donc, c'est fait justement on regarde la lumière du Soleil qui va jusqu'à la surface, qui traverse l'atmosphère et qui revient vers le satellite. Alors, si je vous explique ça un peu plus en détail, en fait, donc le satellite, il va mesurer le rayonnement solaire. Vous voyez, le rayonnement solaire, toujours en fonction de la longueur d'onde. Si vous regardez depuis l'espace, le rayonnement solaire réfléchi en fonction de la longueur d'onde, vous allez avoir des choses comme ça, avec des zones où pratiquement tout est absorbé, et puis au contraire des zones où il n'y a pas grand-chose d'absorbé. Et si on regarde très précisément dans cette zone-là, là, vous voyez autour de longueurs d'onde qui sont de 1,6 micron, si vous regardez à très très haute résolution spectrale, eh bien, vous voyez vraiment les raies d'absorption des différents gaz, et en particulier dans cette zone-là, en fait, les raies d'absorption, ce sont des raies du CO2. Et donc plus il y a du CO2 dans l'atmosphère, plus la raie va être profonde. Et donc en fait, on va estimer la quantité de CO2 dans l'atmosphère en fonction, à partir justement de la profondeur de ces différents raies d'absorption. Donc à très haute résolution spectrale, voilà, on peut mesurer les raies d'absorption des différents gaz. Donc ici, c'est du CO2, là, il y a plutôt de la vapeur d'eau, mais on peut en faire ça. Alors, en pratique, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que donc, au premier ordre, ce qu'on veut, c'est regarder, on regarde la lumière qui a été réfléchie à la surface, qui va vers le satellite, et puis qui a été absorbée par les molécules de dioxyde de carbone que je vous ai montré ici. Le problème, c'est que dans l'atmosphère, il y a aussi des aérosols qui vont renvoyer la lumière vers le satellite, qui vont être moins absorbées que celles qui sont allées jusqu'à la surface. Donc il faut prendre ça en compte. D'autre part, il y a le fameux effet de fluorescence dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui émet de la lumière directement par la végétation sans être venu directement du Soleil. Et puis d'autre part, dans l'atmosphère, il n'y a pas que des molécules de CO2, il y a aussi par exemple des molécules de vapeur d'eau qui elles aussi ont un impact sur le spectre. Donc du coup, tout ça, il faut prendre en compte. Donc on a des modèles de transfert radiatif dans l'atmosphère. Ces modèles sont vraiment extrêmement complexes, ça prend énormément de temps de calcul. Donc c'est pour ça que j'ai voulu illustrer ça ici avec beaucoup d'ordinateurs. Il faut plusieurs centaines d'heures de calcul pour pouvoir traiter les observations qu'on a. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer des méthodes de traitement alternatifs par des réseaux de neurones. L'idée, c'est que finalement, un réseau de neurones, vous avez entendu parler des nombreux développements sur l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui
qui est de plus en plus utilisée dans le domaine de l'observation spatiale. Donc on développe des méthodes qui normalement sont beaucoup plus rapides que les méthodes dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'idée, c'est de donner directement à l'entrée le spectre qui est mesuré par le satellite. On donne ça au réseau de neurones et puis il se débrouille et puis il nous donne la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Bien évidemment, ça nécessite d'entraîner ces réseaux de neurones avec les variables qui vont bien. Donc j'ai un peu terminé pour l'observation, pour l'utilisation du spectre solaire pour l'observation. Je suis en train de voir qu'il faut que j'accélère un petit peu. Donc simplement pour dire que en fait, le spectre électromagnétique, on a parlé du spectre visible, hein, qui est une toute partie du spectre solaire. Vous avez l'ultraviolet qui est ici, vous avez les rayons X à des longueurs d'onde qui sont beaucoup plus courtes. Longueur d'onde beaucoup plus courte, vous avez encore les rayons gamma. Et puis à l'inverse, si on va dans l'autre direction, donc du rayonnement qui est moins énergétique, vous avez l'infrarouge solaire, l'infrarouge thermique. Donc thermique parce que les corps qui sont dans l'atmosphère vont émettre du rayonnement à ces longueurs d'onde-là. Et puis si on va encore plus loin, des rayonnements qui sont encore moins énergétiques, il y a ce qu'on appelle les micro-ondes. Et alors, donc on va regarder un peu dans la suite de l'exposé un peu ce qui se passe dans l'infrarouge thermique, qui est vraiment séparé. Hein. Là, je vous montre un petit peu ici, donc toujours en fonction de la longueur d'onde, donc un peu de l'énergie du rayonnement. Vous avez le spectre solaire qui est ici, qui va typiquement jusqu'à 4 microns, et puis au contraire, tout ce qui est émis par l'atmosphère et par la surface, ce sont des longueurs d'onde qui sont au-delà de 4 microns. Alors pourquoi ça? Simplement parce que ici vous avez le Soleil qui a une température de l'ordre de 5000 degrés, donc il émet aux courtes longueurs d'onde, et quand vous avez des corps qui ont des températures de l'ordre de 0 degrés, 10 degrés, 20 degrés, ça émet plutôt à des longueurs d'onde qui sont plus grandes. Et donc, comme je le disais, en fait, tous les corps vont émettre du rayonnement infrarouge en fonction de sa température. Et donc, si on a envie de mesurer la température de surface de la mer, par exemple, on va mesurer justement ce rayonnement infrarouge qui est émis par la surface de la mer, et on va en déduire finalement la température de la surface. Donc normalement, c'est assez direct. Il y a une relation vraiment très, très fiable entre la température et le rayonnement qui est émis. Le problème, c'est que sur le trajet entre la surface et le satellite, il y a un certain nombre de molécules qui vont absorber une partie de ce rayonnement infrarouge. Et donc, il va falloir corriger quand même cet aspect-là. Et puis, d'autre part, il y a aussi des aérosols dont je parlais. Et puis, enfin, il y a toujours des nuages qui vont bloquer aussi ce rayonnement infrarouge. Donc, il y a quand même besoin de traiter ça de manière un peu précise. Mais bon, ça marche quand même assez bien. Si on compare un petit peu les observations spatiales de la température de surface de la mer avec les mesures qui sont faites sur les bouées, vous voyez, on a une précision qui est de 0,2 de degré et sans biais, donc ça marche vraiment, vraiment très bien. Donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des images un petit peu de ce type-là. Vous reconnaissez probablement ici le nord, enfin l'Amérique du Nord, avec ici la Floride. Et donc c'est une image de la température du golfe du Mexique. Enfin, le golfe du Mexique pour le moment. Hein, peut-être que ça va s'appeler le golfe des États-Unis si Trump est d'accord. Et puis là, c'est l'Atlantique Nord. Et donc vous pouvez voir vraiment le développement du Gulf Stream et vraiment donc la différence entre les eaux froides et les eaux chaudes, et avec les différents méandres du Gulf Stream qui sont là. Un autre exemple, justement, ça c'est pareil, hein, c'est un peu un zoom sur cette zone-là. Là c'est les côtes de l'Amérique du Nord et du Canada, et on voit très bien donc cette langue d'eau chaude qui se propage en direction de l'Europe. Et puis là, vous avez un petit peu de même vision globale, justement, donc toujours de cette température de surface de la mer qui est faite à partir des mesures dans l'infrarouge. On peut faire la même chose dans les micro-ondes avec une moins bonne résolution, mais par contre, les micro-ondes, l'intérêt, c'est qu'ils ne sont pas affectés par les nuages. Donc les micro-ondes voient à travers les nuages, et donc ça nous permet d'avoir des mesures de la température surface de la mer en quel que soit le temps.
Donc là, je vous montrais plutôt des choses qui sont faites dans les zones spectrales où il y a peu d'absorption dans l'atmosphère. Il y a toujours un petit peu d'absorption, mais si on veut regarder la surface, eh ben, on va se placer à des longueurs d'onde où il y a peu d'absorption. Maintenant, vous avez sur cette figure-là, alors c'est une figure que j'ai récupérée du séminaire de Cathy Clairbeau, le premier séminaire qui avait été donné, justement, vous expliquait comment on observait la composition de l'atmosphère à partir des satellites. Et donc, justement, ça, c'est un spectre infrarouge, hein, donc c'est la lumière qui sort de la Terre vers l'espace en fonction soit du nombre d'ondes, soit de la longueur d'onde que j'ai montré ici. Et donc, vous voyez un petit peu ces oscillations qui sont simplement dues aux absorptions et aux émissions des différents gaz. Et donc, à partir de ces signatures, hein, est-ce que ça monte plus ou moins, eh ben, on peut en déduire justement la composition, enfin, la concentration des différents gaz. Donc là, typiquement, vous avez la signature de l'ozone. Hein. L'ozone absorbe le rayonnement infrarouge et donc en fait, la profondeur de ce trou ici va être liée à la quantité d'ozone qu'il y a dans l'atmosphère, et puis, enfin, dans les hautes parties de l'atmosphère. Et puis, vous voyez, là, on a listé tout un tas d'autres molécules. Le dioxyde d'azote, le méthane, la vapeur d'eau, et puis ici le dioxyde de carbone. Et donc, justement, on utilise ces spectres infrarouges pour connaître d'une part la température de l'atmosphère, donc pour des applications météorologiques, et puis d'autre part la composition de l'atmosphère, justement avec toutes ces molécules qui peuvent être observées. Si ça vous intéresse dans le détail, je vous invite à aller regarder le séminaire de Cathy Clairbeau qui est en ligne. J'ai terminé pour tout ce qui concernait les observations passives. Hein, vous vous souvenez, le passif, c'est on regarde simplement la lumière qui est soit vient du Soleil, soit qui a été émise par la Terre. Maintenant, quelques exemples de télédétection active. Donc là, je parle du LIDAR. LIDAR, ça veut dire que l'instrument va émettre un pulse de lumière. Ce pulse de lumière, il va être réfléchi soit par la surface, soit par l'atmosphère, soit par l'atmosphère elle-même. Et en fait, on va mesurer la lumière qui revient en fonction du temps, et le temps c'est la distance, hein, avec simplement la vitesse de la lumière, et donc ça nous permet d'avoir un profil vertical justement de ces diffuseurs dans l'atmosphère, des diffuseurs qui sont soit des aérosols, soit des nuages. Alors, donc ça nous a permis, par exemple, lorsque l'objectif est de regarder les aérosols. Donc là, c'est une figure, pareil, que j'avais empruntée sur un de mes précédents séminaires sur les aérosols. Vous voyez, là, c'est un cas un peu spécifique où il y avait des incendies des incendies donc, qui sont montrés par les points rouges sur le graphe. Et puis donc les incendies émettent des aérosols. Ces aérosols sont transportés par le vent. Et donc, coup de chance, ici on avait ce fameux LIDAR là, qui passait un petit peu sur une orbite nord-sud, justement sous le vent des incendies qui sont montrés là. Et donc sur l'image de droite, hein, eh ben, vous avez donc qu'est-ce qu'on observait qu'est-ce qu'on a observé sur cette orbite-là? Eh ben, on voit d'une part la surface qui est là, et puis on voit ce panache d'aérosols, et donc qui nous permet, donc avec cette observation, ça nous permet de déterminer quelle est la quantité d'aérosols, et puis surtout à quelle altitude se transporte le panache, parce que avec les instruments passifs, on voit éventuellement où il y a des aérosols, mais on est incapable de mesurer, de savoir à quelles altitudes ils sont. Donc, pour aller un peu plus précisément, un autre exemple, une orbite, donc une observation LIDAR qui est passée au-dessus des Andes. Hein, alors, tiens, là, j'ai plein de trucs qui ont disparu. Donc là, on a donc sur cette orbite, on voit la surface. La surface qui est là. On voit des nuages semi-transparents. Je dis semi-transparents parce qu'on arrive à voir la surface malgré la présence des nuages. Donc ça montre bien qu'il y a une partie du rayonnement du LIDAR qui a quand même traversé le nuage, qui est arrivé à la surface et qui est revenu vers le satellite. Donc ce sont des nuages fins. On voit toute une zone où il y a des aérosols. En fait, on sait que c'est des aérosols justement à partir de leur signature spectrale, parce qu'on a eu des observations à différentes longueurs d'onde. Et puis à l'inverse, on voit un nuage ici qui est un nuage bas qui est opaque. Je dis qu'il est opaque, il est épais optiquement, parce qu'on ne voit pas la surface qui est en dessous.
Et donc, en fait, tout ça pour dire que le LIDAR, il permet de voir le sommet des nuages, il permet de sonder les nuages qui sont optiquement fins, mais par contre, il ne permet pas de voir à l'intérieur des nuages épais. Et c'est pour ça qu'il y a un autre type d'instrument actif. Là, pour le coup, c'est un radar. Donc, un radar, c'est un peu la même chose. Ça va aussi émettre un pulse de rayonnement électromagnétique, mais le LIDAR, il va émettre un pulse de lumière, donc à des longueurs d'onde qui sont proches de celles du spectre visible, alors que le radar, lui, va émettre des micro-ondes, des ondes, un peu des ondes radio, et donc ces ondes radio, elles passent quand même à travers elles passent à travers le nuage, et donc ça nous permet de sonder entièrement l'intérieur du nuage. Et donc c'est un cas ici, voilà, avec un nouveau radar qui a été lancé il y a quelques mois, qui nous permet de faire ça. Et on peut mesurer d'une part en fait, la quantité d'eau, soit sous forme liquide, soit sous forme glace, mais on voit aussi les précipitations qui sont ici. Et d'autre part, le satellite nous permet aussi, par effet Doppler, de mesurer en fait, la vitesse de déplacement de ces différentes particules qui ont réfléchi le rayonnement émis. Et donc, ça nous permet de voir, ici, on a la pluie qui est en train enfin, il y a toute la zone du nuage où finalement les vitesses verticales sont, des différentes particules sont assez faibles. Et puis au contraire, sous le nuage, on a de la pluie où on a une vitesse des particules qui est descendante. Donc ça nous permet vraiment de distinguer à quel niveau on a le bas du nuage et puis la pluie qui est à l'intérieur. Et bon, j'ai encore quelques exemples de types de nuages. Il y a les mesures altimétrique, donc c'est pareil, c'est aussi une mesure qui est active, mais là, ce n'est pas tellement la diffusion dans l'atmosphère qui va nous intéresser, c'est plutôt vraiment à quel niveau on a la réflexion de surface, et c'est utilisé en particulier pour l'océanographie opérationnelle. Pour l'océanographie, en fait, il y a l'objectif principal, en fait, c'est de mesurer les courants océaniques. Quand vous avez un courant, vous allez modifier en fait, la hauteur de niveau de la mer. Et donc, si on a une imagerie globale justement de cette hauteur des mers, on peut en déduire les courants dans les océans. Et puis d'autre part, dans le cadre de l'observation de l'élévation du niveau des mers, je vous rappelle, j'ai fait un cours spécifiquement sur cette question. En fait, cette mesure très précise de la hauteur du niveau des mers nous permet de voir comment ça évolue. Donc en fait, il y a vraiment tout un tas de missions opérationnelles qui ont été lancées pour cet objectif-là. Vous voyez, en fonction du temps, entre 1991 et puis on est là aujourd'hui, mais il y a déjà des missions qui sont planifiées pour le futur. Vous voyez qu'il y a tout un tas de missions qui sont prévues pour faire ce type de mesures. Et donc, moi, dans le cadre de mon cours sur le niveau des mers, je vous ai montré une des applications de ces mesures-là. On arrive à observer depuis à peu près 1993, on a une mesure en continu de ce niveau des mers, du niveau moyen des mers, avec la tendance à l'augmentation qui est bien connue, mais aussi avec une accélération, c'est-à-dire que la pente, l'augmentation du niveau des mers était moins rapide dans les années 90 que ce qu'il est aujourd'hui, comme je le montre ici. Un dernier type de satellite, alors celui-là, il est vraiment très particulier, parce que c'est la mission GRASS qui va mesurer les masses. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, on utilisait du rayonnement électromagnétique qui était soit émis par l'atmosphère, les surfaces, des choses comme ça, soit qui était émise par le satellite en direction de la Terre. Et dans le cadre de la mission GRASS, de la mission des masses, il n'y a rien de tout ça. On ne mesure absolument pas le rayonnement électromagnétique qui vient de la Terre. On va mesurer le champ de gravité. Et pour faire ça, en fait, il y a deux satellites qui se suivent à 220 km de distance et dont la position relative de l'un par rapport à l'autre est mesurée de manière très précise. Donc on mesure vraiment la position d'un satellite par rapport à un autre. Et quand le premier passe au-dessus d'une masse un peu plus importante, il va avoir tendance à accélérer, voire descendre et accélérer. Et puis ensuite, il va ralentir. Et puis, donc, le deuxième satellite va accélérer de la même manière un petit peu plus tard. Et donc, on va pouvoir traiter l'ensemble de ces mesures
pour voir un petit peu quelles sont les anomalies du champ de gravité. Donc, c'est un peu ce qui est montré sur cette figure-là. Donc, la Terre n'est pas une sphère parfaitement homogène. Il y a des zones qui sont plutôt plus denses. Il y a des montagnes qui apportent une masse supplémentaire, donc qui donne une anomalie positive du champ de gravité. Donc voilà, ça donne un petit peu ce type de graphe. Mais surtout, on va regarder, au-delà de cette image statique, on va voir comment, d'une année sur l'autre, le champ de gravité évolue. Et en fait, les évolutions du champ de gravité, ce sont essentiellement du déplacement de masse d'eau. Donc il peut y avoir une année qui est particulièrement sèche sur l'Amazonie. Donc il va y avoir moins d'eau dans le sous-sol de l'Amazonie. Moins d'eau dans le sous-sol, ça veut dire qu'il y a moins de masse, et donc on va avoir une anomalie négative du champ de gravité qui va pouvoir être observée à partir de ça. Et puis d'autre part, il peut y avoir aussi la fonte des calottes polaires. Vous avez certainement entendu parler de la fonte des calottes polaires. Il y a moins d'eau sur le Groenland, il y a moins d'eau sur l'Antarctique, et par conséquent, vous avez un champ de gravité qui évolue. Champ de gravité qui évolue, qui peut être mesuré à partir de ces satellites. Et donc, ça permet de voir justement cette évolution, la perte de masse des différentes calottes polaires. Et donc, c'est ce que je montre ici. C'est un exemple sur le Groenland, comment le Groenland, au cours du temps, gagne un petit peu de masse pendant en hiver et au début du printemps, et au contraire perd pas mal de masse pendant l'été, avec une tendance négative qui est très nette. Et donc on a une quantification assez précise de l'évolution de la masse du Groenland comme ça. Dernier exemple, avant de regarder sur un truc spécifique, c'est mesurer les flux pour comprendre le bilan radiatif de la Terre. Là aussi, dans un de mes cours, je vous ai parlé du bilan radiatif de la Terre. Le bilan radiatif, c'est quelle est la quantité d'énergie solaire qui est absorbée par la Terre, et quelle est la quantité d'énergie infrarouge qui est émise par l'atmosphère et par la surface. Et donc, ce sont des variables essentielles pour comprendre vraiment le climat et l'évolution du climat. Et on a des satellites, en particulier la mission CERES de la NASA, qui va mesurer justement le flux solaire réfléchi, le flux infrarouge émis. Vous voyez que c'est des choses qui ne sont pas homogènes, parce que c'est très modulé par les nuages. Les nuages vont vont réfléchir beaucoup de rayonnement, vont augmenter la part du rayonnement solaire qui est émis vers l'espace, mais ils vont aussi moduler la quantité de rayonnement infrarouge qui est émis vers l'espace. Et donc ces mesures CERES nous permettent de voir ça. Alors, pour finir cet exposé, je vous donne un petit exemple de choses qui fait vraiment l'actualité du changement climatique actuellement, et comment justement on utilise les nuages pour faire ça. Si on regarde un petit peu ça vous avez une image, un graphique de la température moyenne de la Terre en fonction du temps. Donc, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose en 1970, donc il y a eu des fluctuations, en partie naturelles, en particulier liées aux émissions d'aérosols et de gaz à effet de serre, mais c'est surtout depuis 1970 qu'on a une tendance à l'augmentation. Et en fait, entre 1970 et 2010, on avait une tendance de 0,18 degrés de réchauffement par décennie. Et vous voyez que sur les 10 dernières années, il y a vraiment, toutes les années sont plus chaudes que cette tendance. Donc une question, c'est que est-ce que c'est une fluctuation naturelle et que bientôt on va redescendre un petit peu et on va se replacer sur cette tendance qu'on avait avant, ou est-ce qu'on est en train d'observer vraiment une accélération du réchauffement? Et si on regarde un peu plus dans les détails, donc ça c'est un petit peu la même chose que ça, sauf que ce n'est pas moyenné sur l'ensemble de la Terre, mais c'est en fonction de la latitude. Donc vous voyez le réchauffement en fonction de la latitude. On voit que le réchauffement, cette accélération du réchauffement, on l'observe surtout dans l'hémisphère nord et surtout dans les moyennes latitudes de l'hémisphère nord. C'est vraiment là où il y a eu, vraiment sur les 10 dernières années, il s'est passé quelque chose de particulier. Et donc, on se pose la question, d'où est-ce que ça vient? Et donc, c'est là qu'interviennent les mesures de cette mission CERES dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et si on regarde justement la réflectance, quelle est la
part du rayonnement solaire qui est absorbé, hein, donc qui est un peu le négatif de la part du rayonnement solaire qui est réfléchi vers l'espace, qui est vraiment la partie qui est mesurée vers le satellite, et ben on s'aperçoit que tiens, il ne s'est pas passé grand-chose finalement jusqu'en 2010. Vous voyez que bon, il n'y avait pas tellement de fluctuations sur cette part du rayonnement solaire absorbé. Et là, depuis une dizaine d'années, la Terre absorbe de plus en plus de rayonnement solaire, en particulier dans ces moyennes latitudes de l'hémisphère nord. Donc ça veut dire que l'albédo de la Terre, l'albédo c'est la part du rayonnement solaire qui est réfléchie, donc cet albédo a tendance à diminuer assez fortement, et donc c'est bien parce que cette accélération du réchauffement, il n'est pas du tout lié à une accélération de l'effet de serre, mais il est bien lié à une accélération une augmentation forte de la quantité de rayonnement solaire qui est absorbée par la Terre. Donc quelque chose qui ne peut être observé que depuis l'espace. Et donc il y a pas mal d'articles en fait, qui s'intéressent à cette question. Donc là, je vous montre un article qui a été publié, enfin c'est le titre d'un article qui a été publié là en tout début de cette année, et donc qui dit bien que l'augmentation des températures, il a été intensifié en particulier parce qu'on a un albédo de la Terre, donc la partie du rayonnement solaire qui est réfléchi, qui est dans un record faible, donc plus de rayonnement solaire absorbé. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, donc il y a plusieurs hypothèses à ça. Donc il peut y avoir simplement de la variabilité naturelle, peut-être que ça va retomber, peut-être que c'est lié à la diminution des aérosols. Donc en fait, on a eu une baisse des émissions d'aérosols parce qu'on sait que c'est mauvais pour la santé. Donc il y a eu pas mal de politiques sanitaires qui ont été mises en place pour diminuer justement la quantité d'aérosols émises. Et puis, donc ça serait directement lié aux émissions humaines. Et puis une autre hypothèse, c'est qu'il y a une diminution des nuages. En fait, on observe bien une diminution des nuages. Et ça, c'est quelque chose qui est attendu, c'est une rétroaction du réchauffement. Les modèles de climat nous indiquent que dans un climat plus chaud, il pourrait y avoir moins de nuages bas. Et donc, c'est peut-être quelque chose qu'on est déjà en train d'observer. Et voilà. Et donc, comme d'habitude, les quelques points à retenir de mon exposé d'aujourd'hui, simplement pour dire que les satellites sont vraiment devenus indispensables à l'étude des climats. Il y a tout un tas de satellites différents en fonction des objectifs. Il y a beaucoup d'acteurs. Et puis je ne suis pas allé tellement dans le détail, mais j'insiste quand même que les mesures au sol, ils restent nécessaires parce qu'ils apportent quand même souvent une meilleure précision, et puis surtout parce qu'ils nous permettent de valider les produits qui sont issus de l'observation spatiale. Voilà, et je m'arrête là, il est pile 11h. Merci.